Julie Gacon. Avez-vous jamais observé la marée descendante sur une plage de sable découverte, se retirant de plus en plus loin, un peu comme si la lumière se retirait du monde? Heureusement, on sait qu'elle reviendra et qu'elle détruira au passage quelques châteaux de sable. Mais où va l'eau à marée basse? C'est notre question du jour. Bonjour Françoise Gaille. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes biologiste, océanographe, conseillère scientifique au CNRS, vice-présidente également de la plateforme Océan Climat et présidente, vous avez beaucoup de casquettes, de la fondation Ocean Sustainability, donc durabilité des océans. Alors Françoise Gaille, on sait que le mouvement des marées est lié à la Lune, on nous l'explique depuis qu'on est tout petit, mais rappelez-nous plus en détail comment ça marche pour commencer. Oui, c'est lié à la Lune, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'en fait, on part de corps qui s'attirent, c'est la loi de la gravité, c'est les lois de Newton, et donc s'attirant, ça entraîne un certain mouvement. Ce mouvement va s'exercer beaucoup plus profondément lorsque l'élément dont on parle est liquide. Mais il y a des marées terrestres aussi. Il y a des marées terrestres? Il y a des marées terrestres. Ça s'exerce aussi sur le solide. Mais simplement, on ne voit pas la déformation parce que autant sur un liquide, on voit cette déformation, c'est une onde qui va se propager, autant sur la Terre qui est solide, on le voit moins. Mais il n'y a pas seulement cette action de la Lune autour de la Terre, il y a aussi l'attraction du Soleil. Et c'est pour ça que entre le Soleil, la Lune et la Terre, quand les trois sont alignés, nous avons une marée très haute. Alors que quand les deux sont totalement différents, orthogonaux, à ce moment-là, on a une marée basse. Mais la Terre tourne sur elle-même en 24 heures et elle ne passe qu'une fois devant la Lune. Alors pourquoi y a-t-il 4 marées par jour, 2 montantes et 2 descendantes? Parce que justement, il peut y avoir à ce moment-là une déformation qui va s'accroître quand il y a une orthogonalité, c'est-à-dire en fait quand les deux ne sont plus alignés entre la Terre et le Soleil et la Lune. Alors encore faut-il, pour que ça marche, que la masse de l'étendue d'eau soit suffisamment importante pour exercer cette force d'attraction sur la Lune. Il n'y a pas de marée dans une flaque, par exemple. Non, parce que c'est tout petit. Alors, tout petit, il ne va pas y avoir de force d'attraction. Mais c'est un petit peu comme si vous preniez une pâte à crêpes. Et cette pâte à crêpes, quand vous appuyez dessus, vous voyez qu'elle va s'élargir, alors que quand vous la ramassez, elle va devenir sphérique. Et donc, c'est simplement le côté liquide qui va entraîner ce mouvement beaucoup plus visible pour nous. Une pâte à crêpes, c'est votre analogie préférée, Françoise Gaille, pour nous expliquer comment ça marche. Sauf que quand une pâte à crêpes, quand on la ramasse pour en faire une boule, elle s'épaissit. Alors que la marée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la marée se retire, la mer s'épaissit? Pas tout à fait. Donc, c'est-à-dire que, en fait, elle se déforme. Et quand vous avez une marée haute à un endroit, à l'opposé de la Terre, vous pouvez avoir une marée basse. D'accord. Donc il y a un endroit, elle se retire d'un côté, Voilà, donc c'est une onde qui se propage. Et c'est ça le merveilleux du liquide. C'est sa déformation. Nous, êtres humains, on observe les marées à la surface de l'eau. Est-ce qu'il y a des marées dans les profondeurs de l'eau? Oui, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu il y a quelques années que cette incidence de la marée se faisait aussi ressentir dans les grandes profondeurs et qu'il y avait du cycle des marées qui entraînait des comportements qui étaient différents suivant justement l'influence de cette marée. Parce qu'en fait, le vivant a été conditionné aussi au cours de l'évolution par ces phénomènes physiques et on garde des traces de ce genre de choses qui ont pu d'ailleurs entraîner des adaptations d'un certain nombre d'espèces, puisque si certains organismes ne peuvent pas se déplacer, les larves auxquelles ils donnent naissance peuvent, eux, grâce aux marées, aller beaucoup plus loin et aller coloniser d'autres environnements. Alors vous pouvez nous expliquer, Françoise Gaille, parce qu'il se trouve qu'hier on a reçu Lionel Cavin pour son livre sur vraiment expliquer la façon dont la très lente évolution du vivant. On n'a pas parlé des marées. Comment le phénomène de marée a-t-il modelé le vivant tout au long de l'évolution? Si vous nous donnez des exemples, alors vous nous avez parlé de ces larves, mais sur la reproduction par exemple, est-ce que les marées agissent sur la reproduction des espèces? Oui, aussi, il peut y avoir une cyclicité qui est due à ce rythme de marée qui peut entraîner, par exemple, on peut imaginer que
Les coraux, vous avez vu les coraux, quand ils émettent leurs gamètes, ça n'est pas n'importe quand. C'est à certaines heures de la nuit, ou en tout cas avec une cyclicité qui est dépendante aussi de la marée. Il y a aussi d'autres aspects qui sont, par exemple, les bars, ces poissons, profitent aussi de la marée pour avoir les larves qui vont se disséminer dans l'océan. Donc c'est presque un réflexe pavlovien. Les animaux sentent que la marée monte ou baisse, que l'eau... bref. Et là, physiologiquement, quelque chose se passe. Oui, quelque chose se passe parce qu'il y a des rythmes aussi qu'on appelle circadiens qui sont propres aux vivants et qui viennent justement du temps des millions d'années d'évolution du vivant, qui ont fait que c'était plus facile ou plus adapté, en tout cas, qu'à un moment donné, les choses se passent comme ça. Et on a montré chez les crabes, par exemple, que si on les mettait en situation de ne pas subir la marée dans le noir, au laboratoire, il pouvait y avoir quand même une résurgence de ce genre de choses, de comportements, avec l'élévation ou la baisse de la marée. Qu'est-ce qui provoque les grandes marées, comme on les appelle, voire les marées du siècle? C'est justement l'alignement Terre, Lune, Soleil. Cet alignement va faire qu'il va y avoir une force d'attraction qui va être beaucoup plus grande que quand l'un des deux est à 90 degrés dans l'axe de ces planètes. Donc la dernière marée du siècle, c'était en 2015, le 21 mars 2015, parce que ça se produit souvent au moment de 21 mars, c'est l'équinoxe, non? Ou je dis des bêtises? Oui, c'est ça. Ça se produit tout le temps. Oui, c'est ce que vous venez de nous dire, c'est l'alignement. C'était en 2015 au Mont-Saint-Michel, un marnage de 14 mètres et demi. Qu'est-ce que c'est un marnage? C'est l'élévation justement de la différence de niveau qu'il peut y avoir entre la marée basse et puis la marée haute. Mais en comptant la pente, quoi, en comptant le... Oui, bien sûr, la pente. C'est pas 14 mètres et demi sur le sol, ça serait pas une très grande marée. En hauteur. Et lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés, donc c'est là que se produisent les grandes marées, parce que les forces s'additionnent, et ça devrait se reproduire en France en 2033. Françoise Gaille, est-ce que la marée sert à quelque chose ? C'est difficile d'attribuer un sens à la marée, c'est comme ça. Par contre, il se trouve que ça a engendré des adaptations du vivant à ces marées. Et puis finalement, on s'habitue aussi à ce qui est. Et par exemple, ça nous permet, ou ça nous a permis à un moment donné, de ramasser des algues en Bretagne, dans le domaine de l'estran. Ça a permis aussi, par exemple, aux crabes dont je parlais, de pouvoir avoir des comportements adaptés à ces différences de niveau de la mer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... qui ne sert pas à quelque chose, qui est, même si on a bien compris, Françoise Gaille, que tout ça a engendré des comportements chez les animaux marins qui sont très intéressants et qui permettent aussi la reproduction. Donc l'estran, c'est cette zone de balancement des marées, cette frange de la côte qui alternativement subit immersion et émersion selon que la marée est haute ou basse. Comment les espèces qui vivent à cet endroit-là se sont-elles au fil du temps adaptées? Parce que c'est une violence incroyable de passer comme ça de l'immersion à la sécheresse absolue, ou presque absolue. Oui, justement, ça a entraîné ce qu'on appelle une spéciation, c'est-à-dire savoir, il va y avoir certaines espèces qui peuvent rester dans ces zones qui sont extrêmes, en fait. C'est des milieux extrêmes, ces estrans. Et puis d'autres qui vont se spécialiser dans des zones beaucoup plus profonde, riche et toujours recouverte par de l'eau. On peut donner des exemples. Les anémones de mer, par exemple, elles se contractent sur elles-mêmes pour réduire leur surface d'exposition à l'air et pour limiter l'évaporation. Les moules ferment leur coquille à double tour, mais elles s'arrangent pour emprisonner un petit volume d'eau à l'intérieur pour rester humide. Qui d'autre? Alors les crabes? Oui, les crabes. Et puis par exemple, vous avez aussi tout ce qu'on appelle les arénicoles, les vers là, dont les pêcheurs raffolent pour attirer les poissons, qui vivent dans le sable. Donc ils creusent des terriers
et ils vont rester cloîtrés au plus profond du sable. Et les crabes qui se déplacent rapidement, qui savent trouver un abri temporaire. Il y a les étoiles de mer aussi qui se glissent sous les rochers ou dans les algues. C'est incroyable ce qui se passe entre le moment où la marée est haute et celui où la marée est basse. Mais il y a encore beaucoup de recherches à mener à ce sujet. Qu'est-ce qu'on a d'autre à apprendre sur les marées, Françoise Gaille ? Moi, je dirais que pour le vivant, on a tout à apprendre. C'est-à-dire que vraiment, on a fait l'inventaire des espèces qui sont là, on a remarqué leur comportement, mais quels sont les mécanismes physiologiques qui leur permettent de réagir et en fonction de quoi? C'est-à-dire qu'il y a cette notion de survie aussi de ces espèces-là est remarquable. Et donc là, je pense qu'il y a beaucoup de résultats que nous allons avoir dans les années qui viennent. Parce que ces variations que cette faune et cette flore subissent au moment où la mer se retire, il y a en effet la question de l'humidité, enfin avoir ou pas de l'eau avec soi, mais variation de température extrême, de rayons UV aussi, la salinité de l'eau qui dépend également des marées, les oiseaux qui profitent de l'aubaine pour leur repas, donc forcément ces petites bestioles deviennent des proies. Donc voilà, il y a beaucoup à comprendre sur la façon dont cette faune et cette flore s'adaptent aux marées. Est-ce que les changements climatiques, Françoise Gaille, que ce soit le réchauffement des océans ou la montée des eaux, ont un effet sur les marées ? Elles n'ont pas un effet sur les marées, mais elles amplifient le phénomène des marées. Le fait que, par exemple, vous ayez une marée haute et si vous avez une vague de chaleur qui se développe, à ce moment-là, il risque d'y avoir aussi, avec les événements extrêmes, une montée de l'eau qui va être dans les années à venir certainement la plus grande pression que l'espèce humaine va avoir à connaître sur les zones côtières. C'est-à-dire cette élévation du niveau de la mer va être amplifiée par les changements climatiques, puisque finalement, on a quand même en 2050 plus 30 cm qui vont arriver d'élévation du niveau de la mer sur l'ensemble des terres émergées. Mais ça ne change rien aux fréquences des marées, on l'a bien compris, non. Ça n'a pas de sens, mais leur amplitude en est modifiée et des réactions en chaîne sur les espèces marines. C'est-à-dire là encore, si les espèces sont adaptées à être en terre émergée pendant un certain temps, il va y avoir une cyclicité et le changement climatique modifiant cela, il risque d'y avoir justement une modification des écosystèmes littoraux. Est-ce qu'on a une idée précise d'une forme de cartographie de zones où les écarts entre marée haute et marée basse vont se renforcer au fil du temps ? C'est à grands traits, c'est-à-dire que la probabilité, c'est probabiliste. Donc la probabilité pour qu'on ait justement ce renforcement existe dans certaines zones, mais disons que au niveau écologique, en tout cas, elle n'existe pas encore suffisamment. Certaines zones s'y préparent, en tout cas l'est de la Manche, de la pointe du Cotentin jusqu'à Calais, plus au nord dans la mer d'Irlande. À l'inverse, on dit que le marnage pourrait s'affaiblir dans la baie du Mont-Saint-Michel. Est-ce que les baleines, pour conclure Françoise Gaille, est-ce que les baleines sont influencées par les marées ? Les baleines, oui, ils sont influencés par les marées au même sens que l'ensemble du vivant va l'être, c'est-à-dire cette évolution de millions d'années qui a entraîné des comportements et des adaptations du vivant veut faire que les baleines peuvent supporter un certain nombre de choses ou profiter des opportunités qui leur sont données pour peut-être partir, se mouvoir, se déplacer, rester. Je vous posais cette question notamment parce que ce dimanche 17 août, dans le magazine du week-end, Oumi Diallo recevra le capitaine Paul Watson dans les studios de France Culture. Paul Watson, officier de marine et fondateur de l'ONG Sea Shepherd, qui avait été incarcéré l'année dernière pendant 6 mois à la demande du Japon pour avoir intercepté en 2010 un navire baleinier. Il a depuis demandé l'asile politique en France et il échangera donc dimanche sur France Culture avec l'océanographe et plongeur François Sarano autour des enjeux de l'exploitation des grands fonds marins, dimanche donc à 12h45. Merci beaucoup Françoise Gaille. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes biologiste, océanographe, conseillère scientifique au CNRS, vice-présidente de la plateforme Océan Climat et présidente de la fondation Ocean Sustainability, durabilité des océans. Merci beaucoup. Merci.